Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio, j'ai avec moi, comme à son habitude, Grégory Blanc. Mais pas toujours. Non, c'est vrai. Des fois, je suis pas là. Des fois, t'es pas là. Mais là, je suis là. Des fois... Tu nous fais faux bon. Quand ma petite Scandinave a vu que je la regardais avec un peu de balle. OK. Des fois, je travaille sur des Scandinaves. Oui, c'est ça, exactement. Je vais arrêter avec mes niaiseries. Et André Allard, éditeur des Ailes du Québec. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Allô, André, ça va bien, Éditeur toi? en chef. Oui. Ouais, mais je me suis Oui, dit que ça va j'arrêterais. bien. C'est l'éditeur en chef. Pardon. C'est lui le chef. Oui, Il est Le tout seul, chef. mais c'est lui le chef. c'est moi le chef. Pas le Exactement. chef, le chef. Le chef. Donc, toi, ça va bien, André? Ouais. Oui, ça va très bien. Ça a oui. l'air d'aller, là. Je regarde la face, puis... ouais. Excellent. On n'a pas de pilote Attends. laconique cette semaine. Il est en Laconie. Non, oui, c'est ça. Le pilote Ouais. désigné a pris le bord et... Il a manqué son avion. Oui, c'est ça. Surtout le... C'est l'appel de la poudreuse, semble-t-il. Mais bon, on... Ouais, C'est ça. Monsieur est occupé ailleurs. Ouais, tu sais, trop occupé, il prend des congés. Puis, c'est les auditeurs, vous nous direz si l'émission est plus ou moins laconique que d'habitude, qu'on fasse une comparaison. Ben là, il reste juste ceux qui parlent le plus, là. Fait que je pense que ça va être moins. En tout cas, Effectivement. Mais il n'y a personne pour nous ramener à l'ordre. non, c'était supposé être ma job, mais d'accord. D'accord. Euh, Allez, Quand commençons ce Quand je ce débat. participe J'ai aux le digressions, on feeling n'est que pas ça avancé, va, là. ça va rocker Ouais. aujourd'hui. Là. On commence par la question... Existentiel? Non? OK. Ben, Je je sais pas. sais pas. L'EASA est en train de revoir ses règles de formation sur simulateur, André. Ouais, ben on va mettre ça dans les brèves pour cette semaine, mais c'est un dossier qui s'en vient. En fait, l'ASA a publié a publié qu'elle lançait une étude de révision des règles de formation, puis pour ce qui est de considérer les heures de formation sur ce qu'on appelle communément dans le domaine des FTD, des Flight Training Devices, Ouais. qui sont des simulateurs dont la seule particularité, c'est qu'ils n'ont zéro mouvement. Versus le fameux simulateur Nouveau D, qui lui est un Un full simulateur motion. qui a- hein. ouais, full motion, plein Ouais. mouvement. Donc, la révision viserait à revoir les règles afin de permettre une plus grande formation sur ces fameux FTD, sur ces fameux simulateurs qui sont fixes. Ça relance le débat aussi sur la validité. Là. Est-ce qu'il y a une différence dans la formation pour les pilotes entre un simulateur fixe et un simulateur plein Full motion. full motion? Parce que j'ai de la misère à le traduire. Le pilote désigné n'est pas là, il nous traduirait ça en français. Lui. Mais c'est un terme difficile à traduire. Un Si simulateur quelqu'un, là, totalement articulé? Ouais. Ouais. Probablement. oui, En parce que- tout cas, en attendant, on sait ce que tu veux dire. Parce que Moi, motion, de ça toute pourrait- façon, André, je m'excuse de te couper. Là. Petite parenthèse, t'as pas à te sentir mal parce que moi, je travaille en ce moment sur un avion suédois et les procédures sont en anglais. Donc, t'as pas à te sentir mal. Ouais. Ça pourrait Et, être pire. c'est- Ça pourrait être du coréen traduit. Aussi. Le document de DISA compte 147 pages. Il vient d'être publié là, pratiquement juste avant l'enregistrement de l'émission. Donc, mais c'est un sujet qui va revenir dans les prochaines semaines, parce qu'une fois qu'on va avoir étudié puis consulté tout ça, je pense qu'on va pouvoir avoir un débat intéressant sur simulateur avec ou sans mouvement, puis les implications que ça a. Ouais. Ça risque d'être très intéressant. Oui, moi, j'ai bien hâte de voir ce débat-là. Ouais. Honnêtement, je J'adore. sais pas si c'était comme moi, André, là, mais je sens une... Je sens une tempête. Il y a quelque chose qui s'en vient. Là. Je sais pas si tu sais ce feeling-là. Puis en plus, on voit mes réflexes de nouveau père. J'allais dire une tempête de bisous, mais non. C'est pas ça du tout qui s'en vient. Wow! Connaissant pour côtoyer certains pilotes et tout ça, je veux pas dire que le débat n'avancera pas, mais ce sera pas forcément de toute beauté. Là. La résistance au changement, on risque de la mesurer avec cette... Mais en même temps, puis Olivier nous le confirmera, en même temps, on a tellement poussé pendant de nombreuses années le fait que ça prenait absolument du full motion, puis que sans ça, on pouvait pas aller chercher vraiment le fond là, du...
tu sais, je veux dire, on va se battre contre quelque chose qu'on a nous-mêmes bâti. Là, tu sais. On a tellement martelé, puis et dit que c'était bon, puis sans ça passait pas. Que c'est vraiment là-dessus. Là. Tu sais, les gens qui nous écoutent, là, ils disent pourquoi que ça se passerait mal. Je pense pas que ça va mal se passer, mais ça risque de ruer un peu dans les brancards suite au fait qu'on en a longtemps et abondamment parlé. Là, du fait que c'était ça ou rien du tout. Là. Ouais, ben c'est ça. Alors, on va voir à quel point ça va réagir dans les mois et les années à venir, parce que ça va prendre du temps. Là. On s'entend, on parle de changements majeurs, ça ne se fera pas en 3 semaines. Ben, t'imagines, toi, des compagnies aériennes qui viennent d'en acheter 3, là. Je viens d'acheter 3 full motion. J'ai fait bâtir, agrandir mon garage pour mettre ça dedans. Puis là, toi, tu viens de me dire que, écoute, pas obligé. Ben, tu sais, on voit aussi CAE qui ajuste un petit peu sa stratégie pour se diversifier dans les derniers mois, dans les dernières années. Ils ont vu ça venir. Là. Ben, en tout cas, ça laisse croire. Ça laisse croire qu'ils ont vu ça venir parce que c'est un très bon point que tu apportes, Claudia. Il semblerait qu'il y a des gens chez CAE qui ont de la vision. Ouais, puis en même temps, c'est une bureaucratie, l'Europe. Hein? C'est long, là. Fait que si tu vois pas venir les mouvements réglementaires de ce côté-là, t'es vraiment nul dans tes alertes Google. Oui, non, c'est vrai, j'avoue. Oui, mais c'est ça, effectivement, CAE, a beaucoup ajouté d'autres... CAE, c'est beaucoup plus que des simulateurs de vol. Ça, c'est clair. Exact, tout à fait. C'est beaucoup plus que des simulateurs de vol. Donc, à suivre. Oui, t'as raison. Laissons ça comme ça. Puis de toute façon, j'aimerais avoir l'avis, l'opinion d'Olivier là-dessus. Fait qu'on en reparlera abondamment. Parfait. Ryanair, cette semaine, fait encore parler d'elle et, comme d'habitude, pas nécessairement pour le mieux. Parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. Ouais, ben oui, mais il y a quand même des limites à cette histoire-là. Alors, ils viennent de retirer une publicité après plus de 2000 plaintes. Oh. Est-ce que c'est des blocs qui ont porté plainte ou Ben c'est des Européens en tout cas. Okay. Bon, mais il avait sorti une série de publicités en gros qui encourageaient des jeunes adultes à aller faire le party sur des plages après avoir obtenu leur vaccin. Et c'était en gros le slogan c'était Jab and Go. Alors pique et part. Ouais, okay. Mettons, là, on parle de bonne traduction aujourd'hui. C'est très chic, très, très chic. Ouais. La publicité se laissait sous-entendre que finalement, COVID-19, c'était fini. On a le vaccin. Let's go, on repart. Ouais. Et c'est pour ça que ça a été très controversé. Ouais. Ben, ça amène tout le... Il y a toute la discussion, puis je sais que c'est un sujet que tu maîtrises très bien, la COVID, tout ça, tout le côté biotech et santé rattachée à ça. Mais le problème qu'on va avoir au niveau des voyages et du retour à la normale pour les compagnies aériennes et tout ça, c'est que on va arriver à un point où certains pays vont être en avance sur d'autres. Oui. Puis c'est ce qui va se passer avec les États-Unis, où on promet une vaccination quasi totale pour l'été. Bon, je comprends que c'est politique puis qu'il faut qu'on dise qu'on est en contrôle, là, mais là où je m'en vais avec ça, c'est que si tu as des pays comme on va dire, mettons, l'Occident, pour pas ne pointer que les Américains, là, puis même encore là, je retire ce que j'ai dit parce que non, mais c'est important parce que ce que Ryanair envoie comme message, c'est que nous, on va être vaccinés. Puis les autres, ben, adviennent que pourra. Fait qu'on va t'envoyer clubber sur les plages au Maroc ou je sais pas trop quoi en vacances. Puis eux autres, s'ils sont pas protégés, c'est leur problème. Toi, t'as eu ton vaccin. Fait que je sais pas si la plainte, c'est à ce niveau-là, mais moi, c'est comme ça, quand on en a parlé en préparation d'émission, c'est comme ça que moi, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est de dire, ah, OK, parce que toi, t'es protégé, F-word les autres. Fait que c'est une interprétation possible. Ben, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le vois, surtout tout le côté, ben, regarde, nous, on est safe, c'est correct. Les autres, ben, ils s'arrangeront. Tu iras porter plainte à l'OMS. Oui, ben, c'est sûr que je sais pas exactement. Je pense qu'il y a une question d'insensibilité au moment présent. Tu sais, peut-être qu'il est trop tôt pour avoir fait ce genre de choses-là parce que je suis pas sûre que, tu sais, le fait de dire
tu vas aller voyager dans des destinations pour lesquelles le tourisme, c'est central à l'économie. Oui. Puis si toi, tu risques pas de les mettre en danger, effectivement, où est le mal? Ce côté-là, je le comprends tout à fait. Ouais. L'autre, de pourquoi ça a choqué à ce point-là, je pense que c'est une question d'insensibilité aussi de la clientèle qui était visée. Oui, non, c'est correct, mais ben, tu vois, dans la même équipe, on a vu les choses différemment. Mais c'est... Oui, vas-y, André, excuse-moi. Ben, j'allais enchaîner en disant la raison pour laquelle Ryanair a sorti cette publicité-là, il semble si pressé de faire voyager les gens. C'est parce que surtout une compagnie aérienne qui fait des publicités en ce moment, déjà, je trouve ça un peu bizarre. C'est peut-être pas le meilleur investissement que tu peux faire. Ouais. Pourquoi Ryanair a besoin de faire de la publicité maintenant, Claudia? Ben, disons que leur perte est hallucinante. Claudia. Actuellement, ils s'attendent à poster jusqu'à près de 1 milliard d'euros de pertes. Et la grosse affaire, je vous ai pas entendu en parler encore, c'est que vu que c'est un transporteur à rabais qui envoie promener tout le monde, ils ne peuvent pas avoir d'aide de l'État. De l'État. Mm-hmm. Ben, oui, parce que surtout dans le cas de Ryanair, on s'entend que comme employeur en Europe, c'est à peu près c'est un très mauvais employeur. Ouais. Puis si un gouvernement aidait Ryanair, ben là, ça les mettrait dans une situation de se faire dire, vous accélérez les dégradations des conditions de travail. Absolument. Oui. Quand je dis voyageur à rabais, c'est entre autres en faisant allusion aux conditions de travail. Oui. Moi, je suis très triste de voir que Ryanair perd 1 milliard d'euros. Cesse de pleurer. André, tu vas te déshydrater. Puis, dis-toi bien une chose, si en perdent 2 dans la prochaine année, je vais être encore plus attristé, mais regarde, ton modèle d'affaires est basé sur une croissance perpétuelle. C'est ça le modèle d'affaires de Ryanair. Les LCC et les ULCC, ils ont tous le même modèle d'affaires. Il faut la croissance. Alors, on est en pandémie. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller acheter des avions neufs? On est en pleine pandémie. On ne sait même pas quand est-ce que le trafic va revenir. Mais croissance. Ben là, tes 737 MAX que tu as commandé, là, en extra, là, tu payeras quand tu n'auras pas de monde dans tes avions. Si au moins le marché, pour valuer l'action, prenait en compte qu'il faut que les coffres soient très bien garnis en tout temps pour faire face à une situation imprévue, déjà, je serais moins mal à l'aise. Mais là, on les soumet aux mêmes règles que n'importe qui d'autre. Donc, on fait juste pas de gestion de risque en tant qu'actionnaire. Et voilà. On rentrera pas là-dedans jusqu'aux yeux parce que ça va être lourd pour nos auditeurs, mais disons que en gros, moi, des modèles d'affaires qui tiennent pas, puis des comme tu dis, en fait, et des organisations qui sont mal valuées par le marché, j'ai pas beaucoup de pitié quand il y a une correction qui s'effectue, ce qui est en train d'arriver à Ryanair. Absolument. Je trouve ça très, très plate pour les employés. Entendons-nous, là. C'est vraiment pas ça mon point. Puis je suis pas sûre que tu travailles là par choix tant que ça. Ben, c'est mettons souvent... aussitôt que tu peux, tu t'en vas ailleurs. Exactement. Là. C'est des compagnies, les low cost puis les ultra low cost, c'est très souvent, mettons au niveau du pilotage, là, c'est très souvent des compagnies, un step. Là. Tu vas chercher des heures, tu montes des heures, tu essaies de survivre, tu manges du riz blanc, puis tu montes tes heures, puis tu t'en vas. Exactement. Fait que je trouve ça super plate pour les employés. Ceci étant dit, il y a aussi toute la question du style de leadership. Là. Moi, le genre, j'envoie pas être tout le monde, puis après ça, je me plains quand ça vire mal. Mais des leaders, de toute façon, je pense que ça, on va résumer et terminer ça là-dessus. Là. Ouais. Des leaders qui rule en bon français et qui mènent le jeu à coup de F-word à tous les 3 mots. Pas full. On en a su. Oui, exact, tout à fait. Messieurs. Hein? J'ai été obligée de ramasser ma mâchoire par terre avec une spatule. Ah oui? Imaginez-vous donc que le National Post, non, nul autre, arrête, fait un appel au gouvernement, et je cite le titre de la chronique d'opinion, « Government must step in to save our airlines ». Je te crois pas. Ce n'est pas une blague. Le National Post? Oui, je vous jure. Ils ont-tu le COVID? Dis-moi que tu as pris un poisson. Qu'est-ce qui se passe? 36 livres, je vais te croire. Le 4 février, ce n'est pas un poisson d'avril, je vous jure. Donc, ouais. Je pensais que c'était un journal de droite.
et que toute intervention de l'État était maudite, et etc. Ouais. Mais non, là, ça a l'air que finalement, ça deviendrait pertinent, là. Ah oui? Parce que là, la règle de base, c'est ben oui, mais si tu empêches le libre marché, donc si tu empêches les compagnies de voler, ce qui est le cas avec les nouvelles restrictions, là, tu n'as plus le choix d'intervenir. Ben là, de toute façon, ce qui va arriver, c'est pas compliqué, là. Puis on va en reparler encore 2 fois pendant l'émission. C'est qu'à un moment donné, tu vas te trouver le seul à ne pas avoir interventionné. Oui, absolument. De toute façon, on s'entend. Je pense pas qu'on avait beaucoup le choix actuellement d'aucune de ces interventions-là, ni de l'interdiction de vol, ni du fait de supporter les compagnies suite à ça. Ça commence à faire consensus que si tu veux garder ton transporteur régional, il faudrait par que tu rapport à ça, André, je sais pas si tu as vu, est-ce que tu suis le nouveau ministre des Transports sur Facebook? Ben, les médias sociaux en général, parce que le post est sur Facebook et sur LinkedIn en même temps, le même wording. Est-ce que tu le suis un petit peu? Non, j'ai pas pensé à m'abonner à son compte Twitter. Tu t'attendais tellement à ce qu'ils disent rien que... Non, mais ce qui est incroyable, c'est que ces dernières semaines, il y a beaucoup de posts Facebook et LinkedIn qui sont aujourd'hui, je me suis entretenu avec mon homologue américain et machin, tout ça. Les commentaires sont à mourir. Oh. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Donc, je vous invite, chers auditeurs, à aller voir la page Facebook et la page LinkedIn. LinkedIn est un petit peu plus civilisé, on s'entend, dans les commentaires, mais des fois, il y en a des pas pires aussi. Et je vous invite à aller voir la page officielle du ministre des Transports du Canada et aller voir les commentaires. C'est pissant. Ben, ça, là, ce que tu me dis là, ça va. Mélanie Génie faisait ça aussi les premiers temps qu'elle avait été nommée ministre, ce genre de poste-là. Ouais. Et ça, là, c'est typique d'une équipe de communication qui est habituée de travailler de façon traditionnelle avec les réseaux sociaux, là. Ouais. Puis, ils sont habitués de faire des beaux petits posts fun puis gentils sur les médias sociaux pour promouvoir une personne. Puis là, tu deviens ministre, tu as des responsabilités, tu as une charge, tu as une image à projeter, tu as une fonction à assumer. Ouais. Ça va arrêter bientôt, là. C'est ça que tu dis. Des beaux petits posts cute, là, non, ça marche plus, là. Exact. C'est pas ça qu'on veut de toi. Ouais, fait que c'est peut-être là-dessus que... C'est soit ça, soit ils vont comprendre la tendance puis ça va virer en Hydro-Québec passif-agressif. Là, ça, c'est très bon. Ça serait hot. Allez voir ça aussi. Il y a des perles ça, là-dedans. Et Ricardo passif-agressif qui, je pense, a arrêté de fonctionner parce que quelqu'un s'est fait parler dans l'équipe, mais c'était savoureux. OK. Enfin. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que finalement, le ministre va écouter le National Post s'il n'a écouté personne d'autre. Écoute, s'il n'écoute pas les Québécois, il peut bien écouter les Ontariens. À ce niveau-là, sérieusement, c'est même pas politique, rien, mon cœur. C'est écoute quelqu'un, fais quelque chose. Exactement. Si tu veux écouter les Albertains, si ça donne de quoi, go for it. C'est bon. Et résultats trimestriels pour Héroux-Deftech, André? Ah oui, Héroux-Deftech a présenté ses résultats trimestriels. Donc, elle est dans le 3e trimestre de l'année financière. Elle a terminé le 3e trimestre de l'année financière 2021, parce qu'il faut savoir qu'en comptabilité, des fois, il y a des règles bizarres et qui permettent de finir une année quand tu n'as pas fini l'année. En tout cas, moi, ça m'a toujours amusé. Et dans le cas d'Héroux-Deftech, ce que je retiens, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée. J'en ai-tu parlé dernièrement sur l'émission d'Héroux-Deftech? J'ai souvent dit, dans une crise, les meilleurs paraissent encore meilleurs. Ça, je l'ai déjà dit. Exact. Probablement. Oui, c'était en parlant de CAE. Ouais. C'était en parlant de CAE. Ben là, on va parler d'Héroux-Deftech parce que là, Héroux-Deftech est encore meilleur que CAE en termes de performance dans la crise. Sur les 3 premiers trimestres de l'année en cours, comparé à l'année précédente, tu as une baisse de 4 % du chiffre d'affaires. Déjà, en aérospatial, tu as perdu 4 % de ton chiffre d'affaires pendant l'année calendrier 2020. Déjà, tu fais quelque chose que les autres font pas. Quand on regarde dans les détails d'Héroux-Deftech, dans les détails de cette performance-là, ils ont perdu à peu près 30% du volume dans le civil, mais ils ont monté de 15% dans le militaire. Puis comme le militaire est dominant maintenant chez CAE, c'est-à-dire que c'est le plus gros secteur d'activité, donc ça a plus d'impact au bout du compte. Ouais. Ça a fait une diminution de 4%. Mais les marges bénéficiaires, elles, sont plus élevées que l'an passé. Donc, le profit fait sur les ouvrages est plus important en termes de pourcentage
De sorte que la compagnie déclare des profits. Elle a déclaré des profits à ce trimestre-ci. Pas énorme, on parle de 9 millions de profits pour un trimestre, mais elle déclare des profits. Si tu te souviens, la semaine passée, quand j'avais parlé de Boeing, j'avais dit ce qui m'étonne, c'est que la compagnie a brûlé 19 milliards de dollars en 2020. Dans le cas de Héroux DevTech, sa dette a baissé de 57 millions pendant l'année. C'est donc l'équivalent à peu près 20% de sa dette qui a été remboursée dans l'année 2020. Okay. Je vous mets au défi de trouver une compagnie aérospatiale qui a fait ça dans l'année 2020. C'est assez exceptionnel. Ben, c'est sûr que, dépendamment de comment financièrement tu étais structuré, si tu as des prêts qui avaient été négociés au moment où les frais d'intérêt étaient plus importants, tu as peut-être tout avantage à rembourser ça rapidement dès que tu as de la liquidité. Reste par rapport à ce que tu dis, qui est qu'il y avait les moyens de faire ça. Ce qui est quand même fascinant. Et ils s'y sont tenus. Oui, absolument. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Oui, une bonne stratégie est juste aussi bonne que ton opérationnalisation. Une bonne gestion, une bonne équipe de gestion. Parce que au mois de mai 2020, Héroux DevTech avait annoncé un programme de restructuration et de réorganisation afin de demeurer rentable. Il avait annoncé qu'il réduisait de 10% leur effectif mondial. Et aujourd'hui, vendredi dernier, on a appris que l'entreprise avait exécuté 77% de son plan de restructuration et d'économie. Donc, ça veut nous dire qu'elle va encore faire des économies dans les mois à venir, donc elle va encore améliorer son rendement. Et l'autre chose, qui a été mentionnée, c'est que maintenant, Héroux DevTech est classé chez Boeing comme partenaire de choix ou fournisseur de choix, donc elle est favorisée. Oh wow! T'as-tu une petite plaque avec ça? Je pensais que tu me dirais ceux qui restent, c'est tous des fournisseurs de choix. Ben, dans son cas, à elle, c'est qu'elle est, quand il y a des appels d'offres, des soumissions, elle est préférée, sa soumission passe en avant des autres. Donc, parce que autant chez les fournisseurs de Boeing, on a pesté contre Boeing les dernières années. Du côté, Héroux DevTech est du côté gagnant chez les fournisseurs de Boeing, c'est-à-dire que les autres, plus ça va, plus ils ont de l'ouvrage avec eux, puis ils ont les marges bénéficiaires qui justifient d'aller en chercher plus parce qu'ils sont payés en ces contrats-là. Donc, c'est un peu... Alors, Héroux DevTech est en train d'aider Boeing d'une certaine manière, puis ça aide Héroux DevTech. Alors, curieusement... Oui. Sans rien enlever à Héroux, là... Quand tu parles aux quand tu parles aux gens d'Héroux DevTech, quand tu parles de Boeing, les autres sont très satisfaits. Je suis sûr que quand on parle de Boeing sur l'aéroport, les gens d'Héroux DevTech, ils n'aiment pas ce qu'on dit parce qu'ils sont pas d'accord. Les autres, ils sont très satisfaits de leur relation. Mais c'est sûr que quand t'es l'ami du bully, d'habitude, t'as l'appel. Mais on peut partir sur une bonne note, par exemple. Il est où ton Q suédois, là? Attention! Eh bien, juste pour rehausser un petit peu la discussion, sur une de mes petites suédoises, c'est des trains d'atterrissage qui étaient anciennement la propriété de APPH et qui maintenant appartient à qui, André? Héroux DevTech. Héroux DevTech. On a des trains d'atterrissage avec des belles plaques. Héroux DevTech. Sweet. Ah, OK. C'est tout? C'était juste ça. C'était pour vous dire qu'il n'y a pas juste Boeing dans la vie. Et pour finir, c'est Héroux DevTech. Ben, l'augmentation du côté militaire, c'est les augmentations de cadence de livraison pour le programme F-18. Parce que c'est eux autres maintenant qui font les trains de remplacement des F-18 usagés, mais des nouveaux aussi, des nouvelles constructions. Ouais. T'as le CH 4053, l'hélicoptère. Lequel? CH. C'est le nouveau, là? Nouveau? Ouais, le nouveau. Ouais. CH-53, 53, merci. Le King Stallion. Oui, exact. Et tu as aussi le Gripen qui est en montée de cadence qui apporte de l'ouvrage, le Gripen E, qui apporte de l'ouvrage à Héroux DevTech. Donc, tout ça explique les performances de Héroux DevTech. Puis la compagnie a signé, elle a obtenu une vingtaine de lots industriels de Boeing là, pour les avions civils, pour le 787, entre autres, des actuateurs, des choses comme ça. Et ça, c'est en déploiement. Les premières livraisons sont en 2022 sur ces choses-là. Donc, le chiffre d'affaires, on sait déjà que le chiffre d'affaires va augmenter en 2022, 2023
Okay. Si en plus les charges diminuent, on va avoir une explosion de la rentabilité. Alors, la question que je vais tenter de répondre et je vais tenter de joindre le président des Héroux-Deftech, M. Brassard, dans les jours qui courent, c'est de savoir quelle va être la prochaine acquisition de Héroux-Deftech. Pour moi, c'est ça maintenant. Toi, tu penses qu'il se prépare à acquérir quelqu'un? On se rappellera que Aéro Montréal est en train de travailler sur un plan où on demande justement un plan de soutien structuré à l'aérospatiale. Et là-dedans, une des demandes, c'est un fonds d'investissement pour favoriser la consolidation. Ouais. Oui. On pense que toutes les compagnies qui sont actuellement actives dans le lobbying sur Aéro Montréal poussent dans ce sens-là et qu'il y en aurait qui en profiteraient, bien entendu. Et donc, Héroux-Deftech ferait partie de celles qui seraient en bonne position pour agir de ce côté-là. Et ça fait partie de la culture ou de la culture d'entreprise, les acquisitions. C'est une façon qu'on a utilisée couramment depuis 20 ans chez Héroux-Deftech pour prendre de l'expansion. Donc, à suivre. Intéressant. Avianor procède à la conversion des 787, André. Oui, alors, j'ai été surpris d'apprendre, Avianor a publié un communiqué de presse cette semaine pour mentionner qu'ils avaient converti un 787-8 de Kenya Airways en cargo. Mais attention, c'est pas la conversion cargo où tu renforces le plancher, c'est la conversion cargo rapide à laquelle on a eu droit à plusieurs reprises cette année, c'est-à-dire qu'on enlève les sièges du pont principal, puis on aménage un système de filets d'arrimage pour le cargo. Ouais. Ça permet une conversion rapide puis d'augmenter rapidement la charge utile de l'appareil. Ce que j'ai été surpris en parlant avec le président d'Avianor, avec M. Duhaime, c'est que c'était la première conversion mondiale comme ça pour un 787. Il n'y en avait pas eu encore. Parce que le 787, le système de rail pour les sièges il est unique. Il ne pouvait pas arrimer les filets. Il ne pouvait pas attacher les filets d'arrimage dans les rails. Il n'était pas capable de faire ça. Donc, ils ont mis au point un système permettant d'aller arrimer en utilisant des crochets existants et des sangles existantes dans le marché. Donc, ça a permis cette première conversion-là. Et ça permet à Kenya Airways de monter la charge utile jusqu'à 46 tonnes sur le 787-8, donc d'atteindre la charge utile maximale de cette manière-là. Okay. Ça va aider le rendement un petit peu des avions. Puis il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. En passant, Avianor, on fait des conversions de ce genre-là. Là. Ils en ont fait sur l'A330-200, 330-300, A340-300, A340-600, ils ont fait ce genre de conversion-là. Et des 777-300, dont ceux d'Air Canada, entre autres, qui avaient été convertis. Ouais. Les 330 et les 777 d'Air Canada, c'est Avianor qui avait fait les conversions. Et ils sont en train de travailler quelque chose de similaire pour les 767 passagers, pour les convertir temporairement en cargo rapidement. OK. Cool. Fait que c'est un beau petit... Oui, un beau petit créneau là, qu'on a trouvé. Là, On n'arrête pas de parler des Israéliens, puis bientôt, on va parler... C'est quoi le gentilé pour Mirabel? Mirabilois? Comment on les appelle, les gens de Mirabel? Oh! Le gentilé de... Hey, c'est une bonne question, ça, Claudia Ouellette. Mais pendant que vous parlez... Tu vas nous trouver ça? Comment appelle-t-on les gens de Mirabel? Hey, c'est vrai, ça. Nous autres, on disait toujours cette contrée lointaine-là. Faut que je traverse 12 ponts pour y aller, donc... Les Mirabellois. Je sais pas. YMX. Enfin. On cherchera... Tu nous reviendras là-dessus. Là-dessus, pardon, parce que nous, on s'en va faire un petit tour en Europe. Yeah. Pas pour une petite nouvelle, messieurs, à mon humble avis. Imaginez-vous donc que l'Espagne est en train d'organiser un plan de relance pour soutenir les emplois en aéronautique. Là, c'est important de savoir qu'en Espagne, l'aéronautique n'est pas nécessairement native dans le sens que c'est des emplois de Airbus. Donc là, tous les gens qui seraient tentés de dire au Canada, on veut pas soutenir des compagnies étrangères en soutenant l'aéro, mettons, là, sachez que c'est mal avisé comme stratégie parce que les emplois, c'est ici qu'ils se trouvent. Donc, 6 étapes à ce plan d'urgence-là qui inclut la modernisation... Recommençons. Calmement, Claudia. Calme-toi. Là, je sais que t'es fâché après le ministre des Transports, là, mais
Vas-y. Et aussi Christia, qui, ma foi, ne livre pas. Mais bon, c'est une autre histoire, on y reviendra. Donc, 6 étapes, incluant la modernisation des usines de production, du soutien pour les chaînes d'approvisionnement, un cadre budgétaire stable. Donc, on pense à probablement du financement à long terme, avoir des investissements en recherche et développement, du soutien également pour la formation sur métier et également un engagement pour l'emploi dans cette industrie-là, dans les échanges commerciaux par rapport à ça et aussi dans le tourisme que cela supporte, bien entendu. Donc, on parle d'un plan qui couvre très large pour une juridiction qui, en théorie, n'a pas nécessairement les moyens d'être extravagant dans son soutien à l'industrie. Là. Donc, s'ils le font, c'est parce que c'est vraiment stratégique et vital. En Europe aussi, c'est compliqué parce qu'il faut toujours que tu regardes si ça concorde avec les visées de l'Union européenne. Oui, exactement. Mais ça montre quand même que le débat, on n'est pas les seuls au Canada à avoir cette réflexion-là. Mais on est visiblement les seuls, là, tranquillement. Je veux dire, je sais qu'on tape beaucoup sur ce sujet-là et sur le ministre des Transports depuis plusieurs semaines à travers nos émissions, mais il reste quand même que là, c'est vrai, là, ça commence tranquillement. On commence à être les derniers, on va dire, en Occident, là, à taper, à ne pas prendre action, on va dire. Concernant l'industrie aéronautique at large. Là, dans ce cas-ci, on ne parle pas forcément des airlines ou juste des airlines. Ça couvre vraiment très large. Ouais. Puis moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel le gouvernement devrait s'appuyer parce que c'est exactement ça qu'on réclame depuis des mois. De l'aide at large. Bien structurée. Ouais. De l'argent, pas forcément distribué à qui mieux, mais qui en ait au moins. Oui. Donc, il pourrait quasiment copier-coller le même document. Ce serait déjà fait. Oui. Et tu sais quelle entreprise, tu sais que Héroux-Devtech est présente en Espagne. Hein? Elle a acheté une filiale, une compagnie européenne, CESA, il y a 2 ans. Oui. Donc, elle est présente en Espagne. Donc, indirectement, Héroux-Devtech pourrait profiter de ce programme-là. Oui, absolument. Quand Claude va avoir fini de tweeter, fait mettre ses beaux petits tweets puis ses beaux petits postings Facebook, peut-être qu'il y aurait le temps de lire ce qui se fait en Europe. Écoute, là, au moment où on est, là, la seule chose que je peux voir, c'est que la stratégie qu'on ait choisi d'employer, c'est d'être le dernier pour être sûr de surpasser tout le monde. Puis là, ça, c'est de... Oui, bon, exactement. Moi, c'est d'être un peu ridiculement positif de penser comme ça. Moi, j'ai des doutes. Regarde, on en avait déjà discuté quelque peu des raisons pourquoi on ne prenait pas action. Là, puis, je pense qu'en ce moment, le sujet de l'aérospatial au Canada est un sujet tabou à cause de ce qui s'est passé avec Bombardier. À cause du fait que ça favoriserait indûment le Québec. Et le Québec et l'Ontario. Concernant l'aérospatial, il faut faire attention. C'est pas juste une question de le Québec et les francophones et tout ça. C'est le Québec et l'Ontario. Si tu parles pour le ROC, le Rest of Canada, si tu parles au niveau de l'industrie aéronautique at large, les autres provinces vont tout le temps dire oui, mais c'est toujours le Québec et l'Ontario qui ramassent tout. Puis, fait que c'est pas juste une question de Québec, là. Il y a beaucoup de gens dans l'Ouest canadien qui sont écœurés aussi de voir Toronto et la grande région de Toronto tout ramasser tout le temps. Fait que c'est pas juste une question de Québec. C'est une question de, oui, c'est vrai, c'est presque toujours les deux mêmes provinces qui ramassent tout, le Québec et l'Ontario. Vous avez juste à vous monter des industries stratégiques, les copeaux. Il y en a un petit peu en Colombie-Britannique, à Kelowna, je parle même d'autres choses. À Cascade. Autre chose. Oui. Je dis pas essayez de prendre votre part du gâteau dans l'aéro, je dis écoutez, si vous devenez des tops dans l'agroalimentaire, good for you. Mais oui, très bon point, puis je lance l'idée. On a reçu beaucoup d'argent à travers des transferts interprovinces et tout ça, de l'Alberta par exemple à cause du pétrole et tout ça. On pourrait aussi peut-être leur renvoyer la balle
et leur dire « Hey, les amis, on va vous aider à vous diversifier, à passer à autre chose, à ne plus penser au pétrole, et donc les aider à développer quelque chose qui ferait qu'ils seraient les maîtres dans je sais pas quoi. » Je lance l'idée comme ça. Si le gouvernement fédéral nous écoute, allô, on est ouvert à la discussion. En tout cas, peut-être qu'il y a des ordinateurs du gouvernement. Si le ministre fédéral des Transports veut venir à cette émission, si quelqu'un le connaît. Oui. Mais entre toi et moi, André, là, ça fait plus longtemps que moi que tu vois neiger, là. Tu sais, on le sait que c'est un sujet tabou, l'aérospatial, depuis de nombreuses années au Canada. Il y a un autre phénomène aussi qui s'est produit en Europe jusqu'en 2008-2010 à peu près. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à dire « Ah, les secteurs industriels traditionnels, c'est out. L'avenir, c'est le numérique. On supporte le numérique. On laisse tomber le secteur industriel. » Ouais. Grosse erreur. Le numérique, c'est un secteur, important, mais ça ne génère jamais autant d'emplois et autant de richesses que l'industriel. Et peut-être que c'est ça aussi l'explication. Peut-être qu'elle est là. Mais tu sais qu'il y a déjà quelqu'un chez un très grand OIM de la région de Montréal là, qui m'avait dit, tu sais, là où on s'en va plus vers quelque chose qui ressemble à Star Trek que n'importe quoi d'autre. Donc, lui, ce à quoi il faisait allusion, c'est le moderne, le spatial, le numérique, l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle. Moi, j'y avais répondu, oui, mais en attendant, ton Enterprise, il y a quelqu'un qui l'a bâti, là. Quand tu regardes les films là, de Star Trek, là, on voit des soudeurs travailler sur ta machine. Là. Donc, ça va en prendre des gens qui vont faire du machinage et de la soudure. Donc, c'est n'importe quoi, ces affaires-là. Les jobs vont changer, vont évoluer. Maintenant, c'est du machinage numérique et tout ça. Oui, OK, bon, fine. Mais fait que ça va être à suivre, mais la discussion, il faut l'avoir là. J'ose espérer qu'on ne peut pas être assis dans ce bureau-là actuellement et ne pas se poser la question et être en train de commencer à avoir un plan pour y répondre. Mais bon, malheureusement, on n'est pas dans le secret des dieux. D'un 4 ans à l'autre, c'est ça que ça donne. Mais ça... C'est une autre histoire. Exact. On va faire un tour dans une autre série de bonnes nouvelles. Renton. Oh! Seattle, here I come. Ça va bien, ça va bien. Hey, bientôt, on va pouvoir parler du Kraken de Seattle aussi. Hein? Ouais. Je dis ça de même. C'est officiel, hein? On a mis un terme au Boeing bashing en 2021, nous autres. Oui, c'est ça qui est arrivé. C'est pas de notre faute, ils continuent à nous donner de la matière. On envoie de l'amour à Boeing à partir de maintenant. Vous avez raté le mime, chers auditeurs exclusivement auditifs, mais c'était savoureux. Boeing est en train de s'enligner pour créer de la compétition au 321 XLR. Oui, ça c'est une excellente nouvelle. Parce que ça va très bien fonctionner. Les rumeurs vont bon train chez Boeing à Seattle en ce moment parce que il semblerait qu'il y a une équipe à qui on a donné le mandat de sonder à nouveau des clients potentiels, mais surtout des fournisseurs. Mm-hmm. Pour embarquer ce qu'on appelle ça, j'ai fait le tour un peu, André, puis on appelle encore ça le NMA. Là. 5X aussi. Mais maintenant, c'est ça, ce serait le 5X. Pourquoi le tiret 5X? C'est parce qu'initialement, dans les années passées, on parlait du 6X et du 7X, là, puis je vais vous expliquer pourquoi dans 2 petites secondes. Donc là, on vise, on target, ça reste à peu près toujours la même chose, là, entre 250 et 275 passagers. Puis ce serait là, maintenant, une grosse petite nouvelle, c'est que officiellement maintenant, on s'affiche comme c'est un remplaçant du 757. Là, vous allez me dire, oui, mais ça a toujours été ça, de quoi tu parles. On le sait que c'est le remplaçant du 757. Oui, toi, tu le savais, moi, je le savais, André le savait, mais Boeing ne l'avait jamais vraiment officiellement. Là, maintenant, c'est officiel. On target le 757. Pourquoi qu'on a décidé d'y aller avec, de s'afficher ouvertement comme un remplaçant du 757? C'est parce qu'on a largué le fait qu'il remplacerait aussi le 767.
Donc, si vous vous rappelez la première mouture du NMA, on devait avoir quelque chose qui flottait entre le 757-300, donc le plus long des deux modèles qu'il y avait, et le plus petit 767. Et là, maintenant, on a largué ça et on s'en va directement sur un remplaçant du 755. Donc, André, nous avions raison. On a eu raison de tenir notre bout. C'est exactement ça. Puis en plus, tu regardes le range qui target, c'est 5000 milles nautiques. Tu sais. Fait que... Ouais. Ben, écoute, moi, le NMA, c'est comme... Ça fait partie des légendes modernes dans l'aéronautique. Ouais. Mais là, ils n'ont pas le choix. Là, ils n'ont pas le choix. Là. Ça a l'air qu'il y aurait des pressions même au niveau du conseil d'administration, André. Tant mieux, parce que ce qu'il faut... Dans le passé, on parlait de remplacer, donc, dans le NMA, on parlait d'un marché de près 1500 avions à remplacer. Avec l'A321 LR puis le XLR, Airbus est allé chercher le bas du marché. Ils en ont ramassé 7 à 800 maintenant. Ouais. Ces avions-là sont vendus, ces commandes-là sont disparues, c'est fini, tu ne te reprendras pas. Ouais. Donc, le marché est coupé de moitié. OK? Fait que là, tu te dis, bon, ben là, on va se lancer dans la bataille pour la moitié du marché qui reste, puis en espérant ramasser la majorité, parce que sans ça, tu perds ton temps. Ça, c'est le premier dilemme. Que Boeing nous dise qu'elle relance les études, t'es as fait tes études. Tu le sais, c'est quoi le marché. Puis t'es trop tard parce que le besoin en ce moment, les compagnies aériennes ont un besoin criant d'un avion de 200 passagers capable de faire traverser l'Atlantique. Exact, okay? Oui. C'est pour ça qu'Airbus accélère, fait tout ce qu'elle peut pour livrer le maximum de 321 LR XLR. XLR, c'est l'avenir, mais elle essaie d'en livrer le maximum parce que la demande est là. Oui. Puis tu as entièrement raison dans ce que tu dis, André, parce que en fait, le problème, c'est pas de repartir de redesigner quelque chose. C'est que là, le problème, le gros de la discussion se fait au niveau de est-ce que pour couper l'herbe sur le pied à Airbus, est-ce qu'on y va avec de la technologie traditionnelle ou avec ce que Boeing appelle du advanced? Puis cette question-là amène deux timelines totalement différentes. Si on y va avec la technologie qui est disponible actuellement, on parle d'une entrée en service en 2027. Et sinon, on va à 2030 plus. Bon. Donc, tu sais, ça fait exactement écho à ce que tu dis au niveau du... c'est s'emparer d'un maximum de part de marché. Dans le meilleur des cas, c'est dans 6 ans. Là. Il est un petit peu tard. Oui, il est un peu tard parce que, rappelez-vous que le NMA original devait rentrer en service en 2025. Ouais. Et on se rappellera qu'on trouvait déjà ça tard. Tu sais? Ouais. Donc, puis là, il faut que tu revoies le contexte aussi. On est dans les 3 prochaines années, là. Oui. Il n'y a pas de... Les compagnies aériennes qui vont donner des grosses commandes d'avions neufs vont être rares. Ouais. Il va y avoir des commandes, mais il y a déjà tellement de commandes à recevoir que d'en repasser des nouvelles, il va y avoir des exceptions. Southwest Airlines en est une, mais pour des raisons différentes des autres compagnies aériennes. Alors, ça va être rare, donc ça va être difficile de vendre un nouvel avion. Oui. Tu as la réputation de Boeing en ce moment, parce que si tu regardes le temps que ça a pris, puis ce que ça a coûté pour le 787. Absolument. J'allais t'en parler. Moi, commander à l'avance un avion de Boeing actuellement, même avec... rajoute là-dedans les contrats militaires. Là. Ouais. Ils n'ont pas livré ce qu'ils avaient dit qu'ils livreraient, ça va pas bien. Ce n'est plus... Tu sais, le beau... Moi, là, quand j'étais TQ, quand j'étais ado, là, dans les années 70, là, c'était Boeing ou rien. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu le nom d'Airbus, je me dit, c'est une farce, ça, c'est pas une compagnie d'avion, ça. If it ain't Boeing, I'm not going. Ouais, c'est ça. Une vraie compagnie qui fait des avions, c'est Boeing. Écoute, c'était les meilleurs. Aujourd'hui, tu peux plus dire ça de Boeing, c'est pas les meilleurs. Et où l'expertise de lancer des programmes d'avions neufs? Ils ont tellement coupé dans l'ingénierie. La planche de salut qu'ils avaient, c'était avec Embraer. Il y avait beaucoup d'ingénieurs, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait de recherche et de développement dans les nouveaux programmes d'avion. Ouais. Il y avait pas une possibilité d'aller chercher cela. Ils ont coupé ça, ils ont arrêté ça. Donc, ils ont même plus l'expertise pour lancer un nouveau programme d'avion, selon moi.
Oui, puis il y a un autre problème qui se rajoute à ça aussi, André, là, par rapport au NME. Ce qui risque d'en refroidir plus d'un, c'est que, rappelez-vous qu'il n'y a toujours pas de moteur disponible pour ce type d'appareil-là, qui n'existe pas encore autre que sur papier. Là. Donc, tu sais, quand on dit dans le meilleur des cas en 2027, où le Rolls-Royce travaillait, je dis, c'est un secret de polichinelle, là. Le Rolls-Royce travaillait sur son moteur guiré. Mm-hmm. Ils l'ont remisé la semaine passée. Et ils ont dit qu'ils finissaient de faire les tests qu'ils avaient à faire parce que c'est long à planifier tout ça. Fait que oui, ils ont une couple d'affaires à finir. Il y en a encore pour un an. Mm-hmm. Puis qu'après ça, ils mettaient le programme au remisage. C'était un des clients potentiels pour le NME. CFM, on les a jamais rappelés. Puis c'est comme ça que c'est écrit c'est comme ça que c'est écrit dans les articles spécialisés. Là. C'est que on a sondé CFM. Puis on n'a plus jamais eu de nouvelles. Fait que ça me surprendrait. C'est sûr que ces compagnies-là font de la recherche et développement continuellement, c'est certain. Mais en même temps, ils ne travaillent pas sur quelque chose de bien défini. Tu m'as jamais rappelé. As-tu besoin? Tu n'as pas besoin. Tu sais? Fait que. Puis Pratt travaille, on le sait, sur une plus grosse version de son Gear Turbofan. On veut essayer d'aller dans le très gros moteur. Là, on s'en va vers ça. Donc au-dessus de 50 000. Quand je dis très gros, dans le cas du NME, c'est au-dessus de 50 000 livres de poussée. Fait qu'on sait que Pratt travaille là-dessus, essayer d'adapter son Gear Turbofan pour des plus gros moteurs, là, mais encore là, il n'y a rien de fait. C'est sûr qu'il travaille là-dessus, mais c'est pas. Ils n'ont pas de timeline bien établi pour dire nous serons là pour une entrée en service en 2027. Là. Ils n'ont même pas annoncé de programme. Fait qu'à date, si ça se fait, André, le seul qui serait peut-être en bonne position, ce serait Rolls-Royce. Hein? Et tout dépendant de à qui tu t'adresses, tu veux peut-être pas offrir qu'une seule motorisation. On le sait que la double motorisation sous 757 avait été très efficace. Ben, c'est sûr que c'est reposant pour les clients. Si jamais tu as un problème, tu peux changer. Comme si tu as un problème, tu peux changer. Si tu as déjà du Rolls-Royce ailleurs dans ta flotte, tu peux y aller. Fait qu'on pense à tous les pays du Commonwealth qui très souvent choisissaient une motorisation Rolls-Royce parce qu'ils étaient en soutien à la couronne. On y allait avec ce choix-là. Donc, ça a l'air niaiseux, c'est bête, là, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis je ne vois pas GE là-dedans non plus, là. Regarde, oublie ça. Ben, de toute façon, on en a déjà parlé, puis on disait c'est sûr que de barrer CFM, du coup, ça barre GE, puis c'est pas nécessairement une bonne idée, mais là, avec l'attitude que les États-Unis avaient jusqu'à dernièrement, on aurait pu considérer que... Le problème avec GE, c'est que le GX, là, la version upgradée du GE90, le moteur leur a coûté tellement cher à développer que je serais surpris qu'ils aient les moyens de se revirer de bord pour dire of course, on va vous faire un. Ça me surprendrait. C'est toujours possible, on n'est pas dans le secret des dieux, là, mais parce qu'on ne serait pas assis ici aujourd'hui. Mais John Slattery, le président de GE Aviation, John Slattery, se meurt d'envie de se commettre d'une coupe de milliards pour Boeing. Sans compter qu'ils viennent de se faire mettre sur le dos l'échec. Non, le carburant écologique. Oui, exact, oui. Encore une fois, c'est les motoristes qui vont offrir le plus gros de la... On sait à quelle adresse tu te loges, Grégory Blanc. Oui. Je suis avec vous, les gars. Je suis avec vous. Pour ce qui est des autres bonnes nouvelles, sarcasme. C'est bien affreux, ce là. On dirait du théâtre de quartier. Je t'y prends, chenapan. C'est un petit peu ça. Donc, Emirates change sa commande de 777X. C'est pas fait encore, mais ça regarde pas bien, comme on dit ici. C'est un gros problème qui se pointe à l'horizon. En fait, tout porte à croire que Emirates va annoncer qu'ils vont faire un swap. Donc un switch en bon français. Je fais la traduction. C'était déjà arrivé dans le passé. Dans le fond, Emirates avait, je dis bien avait, 115 777X en commande.
Et si vous vous rappelez bien, au spectacle aérien, au Dubai Air Show, en 2019, ils avaient annoncé qu'ils faisaient un swap de 30 777 pour des 787 des Dash 9. Donc, aucune cancellation, mais on partait du 777 et on s'en allait au Dreamliner. Et là, il y a une rumeur persistante comme quoi Emirates s'apprête à faire exactement la même chose. Donc, on parle plus d'une trentaine de 777 qui seraient encore une fois changés, transformés en 787, en Dreamliner. Donc, fait que ça fait suite à ce que tu dis depuis quelques semaines, André. Là, ça tend à prouver que là, le 777, là, s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive au secours du programme, là, ça regarde vraiment pas bien. Là. Mais là, parlant de ça, André, là, on aurait pour le 777B 118 commandes de moins actuellement? Oui, en fait, c'est Boeing qui a rayé 118 commandes de du carnet du 777. Donc, on est passé de 309 à 191. J'avais fait mes petites recherches, moi aussi. En 309 à 191, Grégory. Et si tu ajoutes Emirates, ben là, tu baisserais encore à 160. Ouais. Puis, ce qui reste de solide encore dans ce carnet-là, c'est les 777 cargo, mais pas les X, les 777. C'est ça qui maintenait la ligne de production en marche en ce moment à Everett. Ouais. Et là, ça commence à mal regarder pour Boeing. Ben là, ce qu'ils vont probablement annoncer en commande ferme, c'est il y a très certainement Air France qui s'en vient. Air France qui a des A350, mais qui disait qu'elle ne larguerait pas ces 777. Là. Okay. Donc, mais encore là, Air France, c'est une vingtaine, 20-25 777. Là, c'est pas... c'est pas ce qui sauve un programme. Ben, je dirais, rendu là, tout est bon. Là. Ouais. Mais je veux dire, on est loin des 115 avions qu'avait commandé Emirates. Mm-hmm. Ouais. Donc, puis en plus de ça, il ne faut pas oublier le fait que Emirates a une fâcheuse tendance à renouveler sa flotte assez rapidement. Mm-hmm. Donc, tu flottes le marché de 777 usagé, mais en bon état? Ouais, usagé, mais encore capable. Mm-hmm. Donc, c'est le fun d'annoncer des commandes et des commandes et des commandes, mais les avions qui le remplacent, souvent, eux autres, sont pas finis encore. Là. Mm-hmm. Et là, on est en train de continuer un petit peu la restructuration des opérations et on envoie dernièrement 600 emplois en sous-traitance, André. Oui, en fait, Boeing a décidé de sous-traiter en matière de technologie d'information, donc de sous-traiter ces infrastructures. On parle grosso modo là, des serveurs qu'utilise Boeing et toute l'infrastructure, la gestion de réseau qui vient avec ça. Donc, tout ça, c'est envoyé à Dell. Il y a 600 emplois qui vont être retranchés chez Boeing, soit que les gens vont être réembauchés chez Dell, soit qu'ils s'en vont à la retraite. Peut-être qu'un petit groupe va rester chez Boeing, mais on envoie ça en sous-traitance. Puis là-dessus, je vais même vous avouer que peut-être que Boeing est en retard par rapport à d'autres grandes multinationales. Il y a plusieurs Ils sont en train de reprendre ces rôles-là à l'interne pour mieux contrôler leurs opérations. Mais bon. Fine. Bon. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que après toutes ces bonnes nouvelles, je présume que vous ne serez absolument pas surpris d'apprendre que les employés obtiennent un bonus. Oui. Alors, Boeing a confirmé qu'elle verserait des bonus à ses employés pour l'année 2020. C'est en cours ça se travaille, donc ils vont verser. Attendez-vous à ce que 2 à 3 % de la masse salariale de Boeing soit l'équivalent de ça soit donné en bonus dans les prochaines semaines ou mois. Il faut faire les évaluations des employés, puis il y a des bonus selon les départements. Les départements qui ont mieux performé vont avoir un plus gros. Excuse-moi. Les départements qui ont le mieux performé, t'es-tu rentré travailler hier? Ouais, parfait, t'as un bonus. Ouais, je pensais que t'allais dire, as-tu perdu moins de 20 %? Oui, tu gagnes. C'est n'importe quoi. As-tu retrouvé ta boîte à lunch? Ouais, voilà 20 $ de plus. C'est ça, j'allais dire. Je dis sur 737, c'est le département qui va avoir perdu le moins d'outils qui va avoir des plus gros bonus. Oh! À Charleston, ils vont avoir des bonus s'ils ramènent les coffres à outils pleins. Les échelles, ouais. Ouch! D'accord.
Il y a une rumeur comme quoi ils ont fait faire des prix de gros chez Home Depot pour des escalops, mais ça, c'est un autre débat. Tout ça survient dans un contexte où, entre autres choses, au moment où on enregistre, on a appris que Boeing avait émis des obligations, 10 milliards de dollars, a pris 10 milliards de dollars d'obligations, parce que elle a une dette, le remboursement d'une dette qui arrive à terme, une dette qui a été contractée en début de 2020, de 13,8 milliards de dollars. OK? Ouais. Ça veut dire qu'elle va prendre le 10 milliards de l'obligation, elle va payer 10 milliards sur la dette, puis elle va prendre 3,8 milliards dans ce qui lui reste dans ses liquidités, dans ses trésoreries, pour payer cette dette-là. Donc, rajoute ça au bonus, tu peux t'attendre à ce que les liquidités de Boeing vont baisser d'à peu près 5 milliards là, pour le trimestre en cours. Ça, c'est déjà acquis. Là. Je te parle pas des opérations, je te parle pas du retour en service du MAX. C'est un autre 5 milliards de dollars de flambée. Et de tous les frais par rapport au programme desquels ils sont responsables, dont on parlait par exemple la semaine dernière, et qui sont en train d'exploser. Ça va super bien. Moi, je suis quand même surprise à ce stade-ci que ces obligations-là trouvent preneur et je serais curieuse de regarder les conditions. Ça doit coûter très, très cher. J'espère que Kowloon va avoir au moins 33 millions de salaires et de bonus cette année. Il mérite. Il mérite, oui. Mais c'est ça. Puis, en fait, quand on en a parlé entre nous dans la préparation de l'émission, Claudia, on avait soulevé pourquoi. C'est quoi l'idée d'offrir des bonus maintenant aux employés? Moi, ça me... Absolument. Pourquoi? Mais y a-t-il urgence? Je pense qu'on en parlait en préparation d'émission. Je pense que Claudia a raison. Là. Il y a de la rétention, motivation. Oui, je pense qu'ils doivent commencer à avoir des problèmes de rétention. Là. Ouais. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas le choix, mais tu sais, aux États-Unis, on a toujours dans notre idée le marché qu'on a ici. C'est pas si évident que ça d'aller travailler, par exemple, dans l'Ouest canadien. Aux États-Unis, de changer de place, c'est aucun problème. Oui, les gens bougent beaucoup plus que nous autres. Donc, absolument. Est-ce que, tu sais, entre le fait qu'il commence à y avoir des employeurs concurrents sur le marché, on parlait la semaine passée de Magnix qui s'en venait établir des opérations, et le fait que les gens peuvent s'en aller s'ils le souhaitent, tu sais, entre autres, par exemple, à Charleston, il y a un hub. Ils sont plus tout seuls là-bas. Je pense qu'ils doivent commencer à avoir de la être ingénieur chez Boeing, ou chez Raytheon Technologies, ou chez GE, ou chez Liebherr Aero, t'es ingénieur quand même. Là. Oui, puis à la limite, la culture d'entreprise est plus intéressante, puis t'as pas le gun sur la tempe pour laisser passer des affaires que tu devrais pas. Puis très souvent, tu sais, toi, tu te parquais, ta voiture est dans le parking du fond, là, tu vas juste arrêter le parking avant. C'est ça. Bon. Fait que c'est là qu'on en est. Honnêtement, parce que sinon, la logique de ce move-là actuellement... Oui, absolument. Moi, je pense que c'est un principe de rétention qui fait que, hey, partez pas tous en même temps. T'sais, c'est même pas genre ne partez pas. Oui, c'est ça. Il y a quelques mois, ils donnaient des packages pour que les gens se poussent, puis là, ils sont en train de... Ça va finir par leur avoir coûté les yeux de la tête. Il y a quelqu'un au RH qui a dit, est-ce qu'on en a trop donné? Puis là, ils ont regardé les bureaux vides avec les corbeaux qui se promenaient. Comme, je pense que oui. Bon, quand ça va bien. Hey, je suis sauté par-dessus une nouvelle tout à l'heure. Mais non, voyons donc. Sukhoi, finalement... On a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais... En Russie? Ouais. À part taper sur des manifestants, ils fabriquent des avions aussi. C'est juste une petite aparté comme ça. J'ai pas dit pour qui, pourquoi, j'ai juste dit taper. Des nouvelles du Sukhoi Superjet 100, dont on entend à peu près plus parler ici. On aurait même tendance à penser que cet avion-là, c'est fini, il n'y a plus de production. Eh bien non, mes amis, le Sukhoi Superjet 100 est encore en production. Ils en ont livré 12 l'année dernière, en 2020, et ils prévoient en livrer 37 durant l'année 2021. C'est quand même un bon rythme. Il faut souligner que ce programme d'avion-là, qui est un avion régional, on est dans la taille de l'Embraer 175, E275, E290. Je savais que c'est là que tu t'en allais. 75 à 95 passagers, puis vraiment un rayon d'action maximum de 4000 km. Donc, c'est vraiment... Tu es en train de comparer à Embraer, là? Non, j'oserais jamais faire ça. Mais je vais te dire, ils ont dépassé les 200 livraisons. Donc, combien de commandes fermes déjà pour le 2? 3. 150, 174, 171. Ouais. On a dépassé les livraisons de le 2. On est... puis évidemment, les livraisons se font
dans des compagnies russes. Là. Il y a t'as Rosia, Azimut, puis Red Wing Airlines principalement là, qui reçoivent des avions. C'est un avion qui avait été développé au début avec beaucoup de pièces et de fournisseurs occidentaux dans le but de conquérir le marché. Interjet, la compagnie mexicaine Interjet en avait acheté, mais ils ont été obligés de les retirer parce que le service après-vente n'était pas capable d'avoir des pièces. C'est un avion moderne, mais fabriqué selon les anciennes techniques communistes, c'est-à-dire quasiment avec un plan quinquennal. Ouais. Puis quand tu as fabriqué tes pièces privées au plan quinquennal, tu n'en fais plus genre. Là, je ne sais pas, mais c'était très difficile d'avoir des pièces et du service après-vente. Puis Interjet avait été obligé de grounder des avions pour les stripper puis faire voler les autres, tu comprends? Ouais. Alors, ça a été... au niveau convaincant, tu sais, comme business case, convaincant. Ouais. Comme flop au niveau de la commercialisation, là, il n'y a pas de doute. C'est vraiment un flop. Là. Il n'y a plus de compagnies occidentales qui vont vouloir... C'est dommage parce qu'il est cute, cet avion-là. Et malgré tout ça, je vous ferai remarquer qu'il plante le Profit Hunter. J'aime ça quand tu le ramènes. Excusez-moi, mais ce surnom-là de ton propre avion était tellement arrogant que tu méritais de te le faire frotter dans la face quand ça allait pas marcher. André, tu parlais d'une très grosse présence de systèmes occidentaux, de compagnies occidentales dans l'avion. Le moteur, c'est un joint venture entre Snecma en France et NPO Saturn. Donc, il y avait... Puis mon point là-dedans, c'est qu'il y avait l'idée était très bonne en arrière, tu sais. On voulait faire quelque chose pour se démarquer puis montrer que la Russie était encore capable. C'est encore un cas de Operations Eat Strategy for Lunch. Ouais. C'est comme si t'es pas capable d'opérationnaliser comme du monde, t'as beau avoir les meilleures idées, là, exactement. Ça fonctionnera pas. Exactement. Bye bye! Tant qu'à être dans le faire du coq à l'âne, pour Mirabel, c'est des Mirabellois et des Mirabelloises. Ah ben, on n'était pas si tant dans le champ avec notre... je le savais, j'essayais de voir qu'est-ce qu'il allait en sortir. C'est ça, exactement. COVID, Air Canada rouge arrête ses vols, en gros. On pouvait s'y attendre. Air Canada dans le rouge, arrête rouge? Ben en fait, on s'entend, ça c'est une réponse directe aux interdictions de vol vers le sud, parce que c'était la plupart du temps ce qu'ils faisaient. Ça amène autour de 80 mises à pied temporaires, c'est bien précisé. Donc on s'attend à ce que ça revienne dès que les gens vont pouvoir voyager. Et donc relativement bientôt. Là. Ça va être relié presque directement à la campagne de vaccination. Tout à fait. Exactement. Donc, c'est une triste nouvelle, même si elle était prévisible et facile à anticiper. Là. C'est comme... Puis, ça serait le fun si, à un moment donné, il y a quelqu'un à Ottawa qui se décide à autoriser l'acquisition d'Air Transat par Air Canada, qu'on puisse discuter du rôle futur de Rouge dans un prochain... Mais là, ils n'ont pas annoncé, André, la semaine dernière que... il y a quelque chose qui a été annoncé là, au niveau d'Air Transat, comme quoi... qu'il ne regarderait pas les autres offres. Bon, une bonne chose de régler. Fait que PKP, ciao. Ouais, c'est ça. Surprise, ils n'ont pas le goût d'être à la merci d'un mégalomane qui ne connaît pas l'aviation. C'est ça. Bon. Alors, surprise, c'est une ancienne production de TVA, ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que probablement que le ministre Garneau doit tellement être content, là, comme yes, c'est pas moi qui va dealer avec ça. C'est l'autre là, qui... On poursuit dans les nouvelles de COVID et c'en est habituellement pas des terribles. Air Wisconsin met à pied 140 premiers officiers. J'avais 1400, je trouvais ça gros, Air Wisconsin. Ouais, c'est parce qu'il en met toujours 3-4 dans le cockpit en même temps. Là, pour Air Wisconsin, qui a 64 CRJ 200, qu'elle fait voler exclusivement pour le compte de United... Non, American... Là, oups, je viens de me perdre, là. Mais en tout cas, elle a 64 CRJ 200, qu'elle fait voler pour le compte uniquement de United Airlines. Et, pas d'ouvrage, on coupe. Fait que 140 coupes qui s'en vont. C'est pas dans les bonnes nouvelles, mais on a beaucoup de ces mauvaises nouvelles-là à venir, je pense, pendant les semaines à venir. Et une dernière pour aujourd'hui, d'ailleurs, American Airlines. Oui, alors, mais American Airlines, dans le cas, c'est 13 000 mises à pied. Ils ont avisé les syndicats qui se préparaient à faire des coupures, à moins qu'il y ait un programme d'aide spéciale supplémentaire aux États-Unis, à moins que.
Regarde, c'est le premier trimestre de 2021 va être plus désastreux que le premier trimestre de 2020, je le répète. Oui. Il est temps que la vaccination s'en vienne. Effectivement. Mais changeons-nous les idées là, comme il faut. Là. Oui. Persévérance va être sur Mars en février. Oui, alors la NASA a donné une conférence de presse la semaine dernière pour présenter là, ce qui s'en vient avec Persévérance, dont la rentrée dans l'atmosphère martienne est prévue pour le 18 février prochain. Et là, on nous a donné un petit peu des détails là, de ce qui s'en vient. C'est très intéressant. Parce que là, la sonde va rentrer dans l'atmosphère d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire le premier ralentissement se fait avec l'atmosphère, par l'atmosphère, friction. Elle va passer de 12 000 milles à l'heure à Mach 2, ou si vous préférez, 19 000 km/h à Mach 2. C'est la première phase du ralentissement de la réentrée. Après cette phase-là, il va y avoir un déploiement de parachutes. Et avec les parachutes, l'objectif, c'est de passer de Mach 2 à 165 000 à l'heure ou 265 km/h. Et pour vous donner un ordre de grandeur, cette vitesse-là, c'est à peu près la vitesse à laquelle un parachutiste en chute libre descend, c'est-à-dire à peu près 165 000 à l'heure, 265 km/h. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'évidemment, étant donné la distance avec Mars, la NASA n'a pas de contrôle direct avec le satellite ou le rover. Et en fait, il doit être semi-autonome pour réussir à faire son atterrissage, parce qu'il y a un délai de 7 minutes dans les communications. Alors, ce qui est particulier aussi avec Persévérance, c'est qu'il va y avoir 3 caméras de placées sur la sonde pendant sa descente. Donc, il va y en avoir une qui va filmer vers le haut. Quand il va y avoir le déploiement du parachute, ils vont pouvoir filmer le déploiement du parachute. Il y en a 2 vers le bas. Et il y a un micro aussi d'installer parce qu'ils veulent voir comment l'oreille humaine percevrait les sons sur Mars. Donc, ils vont tout filmer et enregistrer la descente. Ça, j'ai hâte de voir ça. Puis, la mission Persévérance, entre autres choses, ils ont comme objectif d'arriver dans le lit d'un lac asséché, en fait près du delta, dans le delta où la rivière se déversait dans le lac, afin d'aller ramasser des sédiments qui ont potentiellement un haut potentiel d'avoir des traces de vie sur Mars. Puis quand on parle de vie, évidemment, on parle de vie, on parle de bactéries, de microbes. Là. C'est ce qui est recherché. Donc, pour être capable d'arriver à faire ça, à arriver proche de cet endroit-là, parce que, évidemment, quand tu pars de la Terre et tu te rends sur Mars, viser avec précision un site pour atterrir, c'est peu probable que tu vas arriver du premier coup sans faire d'ajustement en route. Les satellites qui ont survolé Mars ont fait une bonne cartographie, surtout de la région visée. Donc, le satellite le rover possède une imagerie de cet endroit-là. Avec ses caméras, il va identifier l'endroit où il est. Ouais. Il va déterminer comment aller se placer plus près possible de l'endroit où il veut arriver. Okay. Donc, une prise de décision qui va se faire de manière autonome là, dans le rover. Puis c'est dans la dernière phase de descente que ça va se faire, parce que là, on va allumer des rétrofusées, puis on va passer de 165 000 à l'heure à 1,5 000 à l'heure ou 265 km à 2,5 km/h. C'est dans cette partie-là de la descente que là, l'astronaute va être autonome, va être capable de choisir, de se guider vers un site d'atterrissage pour être le plus près possible de l'endroit visé. Puis quand ils arrivent à quelques dizaines de mètres du sol, là, le rover se détache du vaisseau, de la fusée. Il demeure suspendu par 3 fils. Puis là, la fusée vient le déposer au sol. Puis après ça, les fils se relâchent et la fusée, elle s'éjecte, elle s'en va plus loin. Ce qui est important de comprendre, c'est que les premiers mois que Persévérance va être sur Mars, il ne se fera pas d'expérience, il ne se fera pas de recherche. Okay. Quand l'appareil est arrivé, et si tout s'est bien passé, parce qu'il faut penser que rentrer dans l'atmosphère terrienne, c'est très complexe. Puis le meilleur exemple, c'est les parachutes. Comment tu fais pour essayer des parachutes sur Terre alors que quand tu arrives dans l'atmosphère martienne, tu as beaucoup moins de densité? Donc, tu n'es pas capable de garantir à 100% que les parachutes vont vont bien se déployer dans l'atmosphère martienne. C'est toutes sortes d'imprévus comme ça qu'il faut gérer. Ouais.
Puis dans les premiers mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déployer les systèmes un après l'autre, ils vont les calibrer. Pour charger les batteries aussi, non? Y a-t-il des batteries ou c'est un mini truc nucléaire, là? Oui, il y a des panneaux solaires. Donc, Okay. la première étape, c'est de déployer les systèmes, de les mettre en marche et de les calibrer. Et ça demande énormément de temps. Donc, les 2 premiers mois, le rover va presque pas bouger. La seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va déposer le fameux drone Ingenuity. Il va le déposer au sol, il va se reculer de quelques dizaines de mètres, peut-être une centaine de mètres, puis il va filmer le déploiement de ce drone-là, puis il va essayer de voler dans l'atmosphère martienne. C'est une grande première. Donc, les 2 premiers mois de la mission Persévérance, il ne faut pas s'attendre à avoir de résultats, de choses concrètes. Maintenant, une fois que ça va être fait, ils vont valider le chemin qu'ils ont prévu parce que Persévérance va devoir recueillir 41 échantillons de sol martien. Ouais. Ils nous ont identifié comme ayant un gros potentiel de traces de vie. Ces échantillons-là vont être conservés parce que, ultimement, en 2026, ils aimeraient envoyer un système de récupération pour ramasser ces échantillons-là et les ramener sur Terre. OK. Ils puissent être étudiés. Donc, et l'objectif de ces prélèvements-là aussi, c'est vraiment qu'ils puissent être examinés sur Terre et étudiés sur Terre par des humains afin de déterminer s'il y a de la vie ou pas sur Mars. Fait que c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Comme tu dis, j'ai hâte de voir les images. Je retrouve mon cœur d'enfant. Oui. Quand j'entends ces affaires-là, moi, j'ai des frissons sur les bras. Là. My God. Évidemment, Persévérance aussi va aussi faire un essai, c'est-à-dire qu'elle va prendre le gaz carbonique martien, puis elle va, avec un procédé d'électrolyse, elle va essayer d'en extraire l'oxygène. OK. Parce qu'éventuellement, pour une mission à long terme sur Mars, la capacité de tirer de l'oxygène de l'atmosphère martienne serait c'est déterminant pour les besoins et la faisabilité d'une mission sur Mars. OK. Cool. J'ai À hâte. suivre. Voilà. À J'ai hâte de suivre. voir. 18 février. Bien entendu, on va vous tenir au courant. Ouais. Yes! Dossier spécial. Ouh. Là, ça va gueuler, Gérard. Hausse des frais aéroportuaires d'ADM. Oh, ça gueule. ADM a publié un avis concernant ces tarifs aéroportuaires, plus spécifiquement pour l'aviation générale, c'est qu'on a éliminé, on a revisé le tarif minimum maintenant pour un avion, ce qu'on appelle les frais d'atterrissage aéroportuaire, a été revu. Le tarif minimum est de 216 $. Et ça, c'est bon que tu viennes avec un King ou avec un Cessna 150. Il était de combien avant? Donnez-moi une idée. Je pense que c'est 64$, ça se peut-tu? Oui, le tarif minimum était de 64 $, mais 64$, ouais. à Montréal-Trudeau, puis à Mirabel, tu as aussi l'abonnement annuel qui permet à un moment donné d'atteindre une limite qui était pour les écoles de pilotage, je pense, mais la limite était de 4 000 $ par année par avion. Ou pour Dorval Aviation, qui est à Dorval, payait un maximum de 4 500 par année pour ses avions. Là, il n'y a plus de tarif annuel à Montréal-Trudeau, de sorte que Dorval Aviation, si elle applique ça à la lettre, elle se retrouve avec des frais aéroportuaires pour ses Cessna 150 de 350 000 $ par année. Oh, ben voyons, c'est impossible. Les gens qui sont à Mirabel, qui ont renouvelé leur passe annuelle est maintenue. Mais à Mirabel, les tarifs sont augmentés aussi à 60 $ par atterrissage et il n'y aura plus de plafond non plus. Non, d'abonnement. Les abonnements ne seront plus possibles. Est-ce qu'il donnait un plafond sur les frais? Oui, non. Excusez, mais même à la limite, tu aurais pu dire on augmente, puis l'abonnement va augmenter, mais tu peux t'abonner. Mm-hmm. Non. Oui, mais il n'y a plus de plafond, donc c'est ça. Alors, pour un Cessna 150, les écoles de pilotage à Mirabel estiment que ça va leur coûter 40 000 $ par appareil, cette nouvelle tarification-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'en veulent plus. Ben, écoute, je ne veux pas aller dans ce chemin-là et je vais t'expliquer pourquoi. À Mirabel, il y a, entre autres choses, il y a des hangars, il y a Mirajet qui est présente, qui a développé 4 phases, qui complète sa 4e phase de développement. Et tout ça, c'est fait en collaboration avec ADM. Et ADM a toujours été contente de développer avec eux autres. Donc, c'est eux autres qui ont attiré les avions, les écoles de pilotage à Mirabel, et ça a toujours bien fonctionné. Parce que la catastrophe, c'est pas juste pour les écoles de pilotage, c'est pour l'aviation générale aussi. Ouais. Parce qu'en
écoute ça, à Montréal-Trudeau, maintenant, quand tu vas, mettons, une compagnie de charter de 703, que ce soit Grond'Air ou Max Aviation, pour pas nommer personne, pour pas faire de publicité, mettons que tu vas aller prendre des passagers à Montréal-Trudeau dans le secteur de l'aviation générale. Ouais. Avant ça, il n'y a pas de frais d'amélioration aéroportuaire. Maintenant, il y en a un qui est de 10 $ par siège à chaque décollage. Donc, ton King te coûte 90$ plus 216$ maintenant, donc 306$ pour atterrir à Montréal-Trudeau. Fait que si tu fais un charter à un in-and-out, là, tu viens chercher des clients et tu les ramènes en fin de journée ou à la fin de la semaine, si tu ajoutes les frais de rampe, parce que quand ils vont là, ils payent des rampes à Montréal-Trudeau aux fournisseurs de services, que ce soit Sky Service ou Starlink, il faut que tu payes des frais de rampe, il faut que tu payes, il y a des frais à payer. De sorte que ça coûte à peu près 900$ d'extra à Montréal-Trudeau faire un charter. Pour ces compagnies-là, c'est une exclusion aussi, là. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus aller à Montréal-Trudeau. Il faut que tu sois basé à Montréal-Trudeau pour éviter le maximum de frais. Mais encore là, si tu es basé à Montréal-Trudeau, ben comme le 216$ était ajouté, puis comme tu as les frais d'amélioration portuaire, même eux autres, ils ne seront plus capables d'arriver. Donc, tu ne pourras même plus avoir de compagnie de taxi aérien basée à Montréal-Trudeau avec cette formulation-là. Mais justement, André, Greg parlait d'un peu une stratégie. Ça a l'air d'une stratégie, là. Si c'est une erreur, c'est un peu n'importe quoi. Tu peux pas deviner que c'est ça qui allait arriver, là. Et face à une organisation qui manque 300 millions de dollars pour la prochaine année, OK? Pour faire ses frais, maintenir ses services, ADM a besoin de 300 millions de dollars. Ils n'ont pas le droit de faire de déficit. Ils doivent s'autofinancer. Alors, ils doivent trouver l'argent. Tu sais, quand tu manques d'air, là, tu t'accroches après tout ce que tu peux, hein? Quitte à tuer ce que tu accroches. Ben, des fois, tu t'en rends pas compte. Tu as espérance que tu vas faire. Peut-être que dans leur cas, ils ont espérance de faire crier assez de monde que ça va réveiller quelqu'un à Ottawa. Parce que c'est clair, ADM ne peut pas continuer comme ça. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce que ADM va devoir fermer dans la prochaine année? Parce qu'on est devant un mutisme total à Ottawa. Ouais. Et je vais vous donner un autre exemple. ADM, pour financer ses infrastructures, à chaque fois qu'elle a voulu s'agrandir, rénover, elle est allée chercher des obligations. Mm-hmm. OK? De sorte qu'elle a pour 1,9 milliard d'obligations qui courent. C'est toutes des obligations à long terme. Cela coûte environ 90 millions par année à ADM, payer les intérêts sur la dette. Et ça n'inclut même pas les remboursements du capital. On parle juste d'intérêts sur la dette, on est à 90 millions par année. Grosso modo, alors, juste pour ça, c'est pas comme quelque chose que tu peux... Les intérêts sur la dette, c'est quelque chose que tu peux difficilement éviter. D'ailleurs, ADM a avisé qu'elle commençait à discuter avec les détenteurs de ses obligations afin de faire des renégociations parce qu'elle verse la moitié de ses intérêts au printemps, c'est mars-avril, puis l'autre moitié 6 mois après. Donc, on est dans septembre-octobre, habituellement, la deuxième version. Alors, il y a ça qu'on veut négocier. Puis, regarde, ADM, ils n'ont pas d'argent. NAV Canada n'a plus d'argent. Puis là, ADM, pour payer l'épicerie dernièrement, elle est obligée d'aller se chercher des nouvelles obligations. Mais là, le problème, c'est qu'elle n'est plus capable de maintenir les taux d'intérêt qu'elle avait. Là, donc là, les taux d'intérêt augmentent. Tout ça parce que, je vous rappelle, parce que le propriétaire, lui, ne veut pas réinvestir un sou dans son... Puis non seulement ne veut pas réinvestir d'argent, ne veut même pas permettre la tenue d'un déficit, ne veut même pas permettre... Regarde, comment ils vont arriver, ces gens-là? Je sens qu'on est désespéré chez ADM. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce qu'un aéroport comme Montréal-Trudeau, tu as des obligations pour les niveaux de service que tu dois maintenir. Il faut que les pistes soient déneigées 24 heures sur 24, 300 sur 5, puis qu'il y ait 10 atterrissages dans la journée ou qu'il y en ait 200, c'est le même coût d'entretien. Oui. Il y a tout ça. Montréal-Trudeau a mis sur la glace... Mais peut-être qu'ils ont fait ça, André, pour... On disait ils font exprès ou... peut-être qu'ils font juste ça pour, par ricochet, que ça mette de la pression sur Ottawa.
C'est possible. C'est sûr que l'autre possibilité, c'est qu'ils se disent, si Ottawa ne veut pas nous subventionner, ils pourraient subventionner les écoles de pilotage, par exemple, pour pas qu'on perde toute la relève. Et donc, là, ça mettrait de l'argent dans nos poches sans qu'on ait une subvention directe. Ouais. Peut-être que ça, ce serait acceptable pour les gouvernementaux, mais... Enfin. Ce que je vais te dire, ce que je sais de source sûre, c'est que la situation du directeur général d'ADM, c'est la même que le président de l'Association des transporteurs aériens du Canada, de l'AQTA, de toutes les autres associations, toutes les intervenants sectoriels du transport qui ont essayé de rejoindre le bureau du ministre puis qui n'ont pas eu de retour d'appel. Il y a juste Air Canada puis WestJet qui ont le droit de parler au ministre des Transports au Canada. Ouais. Et fait quand mets-toi à la place de l'administrateur. Tu es devant un trou, tu demandes à l'aide, il n'y a personne qui te répond. Non seulement ça, tes mauvaises créances, tes pertes pour mauvaises créances parce que tes clients ne seront pas capables de te payer augmentent. Fait que tu es dans la situation où personne ne te donne d'aide, tes clients sont en train de péter aux frettes, mais puis ils sont pas capables de t'aider. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me revirer de bord, je vais facturer où je peux, comme je peux, en espérant qu'il va se passer quelque chose. Comprends-tu? Ouais. Moi, je vois comme un geste de désespoir à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'ils vont pas être obligés de fermer Mirabel dans les semaines, dans les mois à venir? Parce qu'ils ont plus les... Mais le cargo arrive là, non. Comment ça se passe pour les autres? Qu'est-ce qui se passe à Pearson? Qu'est-ce qui se passe à... Tu sais, ça devrait être... En tout cas, on s'étendra pas là-dessus parce qu'on finira pas l'épisode d'aujourd'hui, mais... Non. Il y a quelque chose qui marche pas, là. À suivre. Oui, regarde, ça va péter aux frettes. Moi, si j'avais donné un conseil à donner à Rayville, on se regarde, mets la clé dans la porte où tu peux mettre la clé dans la porte. T'as pas le choix, mon grand. Débarrasse-toi de cette envoie la responsabilité à ton donneur de contrat qui, lui, il veut pas se mêler de ça. Ben, correct. Moi, ils sont plus capables de respecter les obligations, c'est certain. Ben, réagissez. Ottawa, réagissez, parce que là, on s'en va vers une catastrophe. Ouais. C'est rien d'autre que ça. Tu pourras pas maintenir en 2021, dans les situations actuelles, financièrement, ce n'est pas viable pour ADM de garder 2 aéroports ouverts. Okay? Absolument. Mais l'avenir est à Montréal, Trudeau. Ouais, ben, moi, quand j'ai écrit sur les ailes du Québec, j'ai mentionné que Trudeau père avait foutu le bordel dans l'aviation au Québec, puis Trudeau fils est en bonne voie de l'éteindre, de la tuer, l'aviation au Québec. Il va finir la job du pain. Bon point. Effectivement. Et là, il faut arrêter parce que je suis en train de me pomper. On passe au rafale, tu vas pouvoir te calmer. Allez, c'est parti. Donc, Qantas. Oui, Qantas, on a eu... là, tu parles du projet Sunrise? Non. Lequel? Je parle d'une dépressurisation. Bon, ben il y a une dépressurisation qui est arrivée dans un 330. Puis la nouvelle là-dedans, en rafale, c'est que ça fait plusieurs fois, ces 4 dernières années que ça arrive. Et ça fait... La dernière fois, c'est arrivé en 2019. Le problème, c'est le 330 ou c'est Qantas? Non, on sait pas. En fait, le questionnement ici, c'est qu'on n'a jamais vu autant de problèmes avec de pressurisation et donc d'alerte et donc d'urgence et tout ça chez un même opérateur en aussi peu de temps. Donc, ça va être à suivre. J'ai bien hâte de voir comment que ça va. Parce que Qantas, c'est une des compagnies aériennes qui est une des plus fiables au monde. Oui, un excellent bilan de sécurité. Absolument. Donc, c'est un des exemples qu'on utilise souvent. Oui, comme bonne pratique de gestion de facteurs humains. Ils ont une très bonne attitude, ils travaillent bien, ils ont une relative très bonne relation avec leurs différents syndicats. Je dis bien relative parce que c'est pas parfait, là, mais fait que oui, c'est un très bon exemple pour l'industrie. Parle-moi donc du projet Sunrise, tant qu'à faire. Le projet Sunrise, c'est les gens qui nous écoutent ont probablement très certainement entendu parler de ça. C'est Qantas qui veut joindre l'Australie et Londres. Donc, dans le fond, on veut rejoindre Sydney et Londres à travers une route bien spéciale et avec on a choisi l'an passé le A350 1000 de Airbus pour se faire d'eux. Donc, puis l'avion va venir, les avions qui vont être dédiés à cette route-là vont être équipés d'une nouvelle cabine ultra longue. La cabine s'appelle Ultra Long Courrier.
Et donc ça, c'est en train de se faire avec Airbus. Et l'autre chose intéressante, c'est que l'entente a été ratifiée à 86%. Ils ont une nouvelle entente avec les pilotes. Parce que là, les duties des pilotes tombent échus en vol. Puis en tout cas, fait qu'il va y avoir il y a des choses qui devaient être modifiées pour ce vol-là en particulier. Donc, c'est fait, c'est signé, ça a été ratifié. Et l'autre nouvelle, c'est que, par rapport à ça, c'est qu'on devait voler un petit peu plus tôt que ça, mais la COVID oblige, c'est reporté à 2024. D'accord. L'Argentine également supporte son industrie. Je la garde pour la fin, celle-là, pour André. D'accord. PIA détermine des nouvelles règles pour ses agents de bord. Merci. Oui, effectivement. Mm-hmm. Entre autres pour Toronto. Mm-hmm. Donc, cette nouvelle-là, je la trouvais intéressante parce qu'on a des petits liens avec nos amis de Pakistan International Airlines. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils s'amusent à perdre des agents de bord à Toronto. Donc, nouvelle procédure. Les agents de bord, quand ils ont passé les douanes, doivent remettre leur passeport au chef d'escale. Et il y a une sécurité qui s'ajoutent à l'hôtel pour vérifier qu'ils ont bien checké-in et qu'ils sont bien dans leur chambre. Mais là, dans le fond, les équipages de PIA sont tenus prisonniers à l'hôtel à Toronto. Oui, puis en fait, ceux qui nous écoutent vont trouver ça très, très anecdotique, mais en fait, il y en a un qui est arrivé le 21 janvier dernier, où il y a un agent de bord qui a disparu, et c'est le 4e en 4 ans. Donc, on leur a demandé de s'occuper de ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Canada a demandé à PIA de s'occuper de ça? C'est ce qui se dit. Ah oui, hein? Ouais. OK. Voilà. Intéressant. Ouais. Curieux, disons. Oui. Boeing va déplacer sa structure. Oui, ça c'est... donc là, Boeing qui envoie la fabrication du stabilisateur vertical en Inde. C'est pour faire suite un peu à ce qu'André disait tantôt au niveau de la délocalisation, qu'on a donné certaines affaires à des sous-traitants. Donc, on envoie cette pièce-là se faire fabriquer en Inde. Ce qui est intéressant, c'est que ça va se faire dans une usine qui est hautement automatisée. Donc, même en Inde, on pourrait être porté à croire que ça va être fabriqué par 53 000 petits Indiens avec un petit marteau. Là. Mais au contraire. Au contraire, l'usine est ultra moderne. Puis l'autre point intéressant, c'est que c'est Boeing. Ça va être un joint venture entre Boeing et Tata. Mm-hmm. Et Tata Advanced System. Et ça va devenir Tata Boeing. Ça, c'est assez savoureux quand même. Exactement. Alors, Boeing a décidé de ne pas changer le nom de ses 737 MAX, mais... C'est pas grave, les leaseurs vont le faire pour eux. C'est ça, oui. Donc, Air Lease Corporation qui a décidé d'enlever le mot MAX du nom de ses 737. Donc, on va passer du Boeing 737 MAX 8 au Boeing 737-8. Donc, on avait, si vous vous rappelez la génération d'avant, le NG, c'était des 600, 700... 800 et 900. Donc, c'était des centaines. Là, on va juste simplement passer à des Dash 8, Dash 7, Dash 9, whatever. OK. Fait que ça nous donne une idée du problème d'image qu'ils ont actuellement. Absolument, absolument. Veux-tu parler de ce qui a surveillé cette semaine avant de parler de l'Argentine? Ce qui a surveillé cette semaine, il y a pas mal de petites affaires, dont, entre autres... on va avoir des décisions qui vont se prendre au niveau des niveau des manufacturiers, excusez-moi. Donc, OEM, Pratt, qui va devoir décider s'ils agrandissent ou non l'usine de Palm Beach. Il va y avoir Rolls-Royce qui va aussi annoncer, parce qu'ils sont en train de monter leur moteur. C'est la saga de l'Ultrafan, là. Ils sont en train de monter un moteur entièrement fabriqué en 3D, fabrication additive, donc qui est tout en plastique, pour faire des fit and clearance et des choses comme ça. Là. Donc, pour faire un prototype. Un genre de prototype en plastique où ils essayent de valider certaines technologies dans le but de mieux fabriquer, mieux manufacturer, mieux assembler, tout ce que vous voulez. Ça, c'est au niveau manufacturing. Au niveau airline, on n'a pas grand-chose qui s'en vient cette semaine. Des décisions au niveau de savoir s'il y a des mises à pied majeures qui s'en viennent. On attend des décisions aussi de la part de Delta.
OK. Par rapport à des mises à pied aussi? Pas forcément des mises à pied, mais de la réorganisation. On sait que Delta avait... ils avaient, eux aussi, un petit peu moins que ce qui s'était fait au Vietnam, là, mais on avait replacé certaines personnes. Il y a des gens qui avaient donné leur place et tout ça. Là, fait que peut-être qu'ils pensent prolonger comment on appelle ça, ce programme-là. Voilà. D'accord. Et donc, l'Argentine. Et donc, ça, c'est pour taquiner André, ou comme on taquine la truite. Et c'est l'Argentine qui a décidé de débloquer, attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour, 527 millions de dollars US. Donc, c'est pas des pesetas ou des affaires qui valent rien, là, OK? 527 millions de dollars US pour soutenir Aerolíneas Argentina et Austral. Laissez-moi finir, mademoiselle, s'il vous plaît. Parce que c'est important de les nommer, parce que c'est pas toute l'industrie aéronautique au niveau des airlines. C'est Aerolíneas et Austral qui sont 2 compagnies d'État. Qui n'ont pas toujours été des compagnies d'État, des fois oui, des fois non, rachetées, revendues, etc., etc. En ce moment, depuis 2008, la crise financière, elles sont redevenues des sociétés d'État. Aerolíneas a été mise en service en 1950, puis Austral en 71. Donc, c'est des compagnies que le gouvernement considère qu'ils ne peuvent pas disparaître. OK. Fait on a débloqué de l'argent, 1 demi-milliard pour les soutenir. Et l'autre point important aussi, en contrepartie, on les a forcés à fusionner. OK. Et ça, c'est récent, là, ça date de janvier cette année. Okay, donc, fait que c'était juste pour montrer que c'est pas toujours parfait, c'est rien à la hauteur de ce qui s'est fait avec l'Espagne dont on jasait, on discutait tantôt. Mais il y a des choses qui se font parce que... Puis le point important, et je finis avec ça, c'est que... Prendre action, mais c'est surtout le fait que le gouvernement argentin a mentionné haut et fort qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre les... C'est des industries qui sont considérées comme stratégiques partout ailleurs. Absolument, voilà. Donc, c'était ça. Petit message comme ça en finissant. Là-dessus, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous cette semaine. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.